Oui, je vous remercie pour votre présence ce soir à 19h de l'heure habituelle. On a eu beaucoup de partenaires pour l'organisation de cette soirée, et je m'en réjouis parce que je crois que la circulation de l'information sur les différents réseaux ont fait qu'on n'est pas un nombre ridicule ce soir. C'est important pour nous. Je remercie peut-être aussi particulièrement José qui va filmer la conférence ce soir et qui mettra la conférence en ligne sur la chaîne YouTube de la Libre Pensée. C'est ça? C'est ça. Alors, nous accueillons donc ce soir Patrice Mouvray, parce que je sais faire avec ça. Donc, Patrice préside aujourd'hui l'Observatoire des armements qu'il a contribué à fonder en 1984. Autrement dit, nous allons pouvoir bénéficier ce soir de l'expérience de quelqu'un qui travaille sur le sujet depuis 40 ans. Ça ne vous rajeunit pas, mais cette expérience est due à un spécialiste. C'est à lui que nous devons le cahier d'AFPS que vous trouverez, vous avez peut-être vu déjà sur la table d'information, et vous avez peut-être aussi vu le petit cahier, le petit dossier réalisé pour Stop Arming. C'est encore Patrice qui a fait ça. S'il n'y a plus de dossier Stop Arming, vous pouvez retrouver toutes les informations sur le site de Stop Arming. Pour situer rapidement l'Observatoire des armements, on peut indiquer que s'il s'intéresse autant aux armes nucléaires qu'à l'armement conventionnel, il faut aussi préciser qu'il suit également toutes les formes de résistance à la guerre. Vous trouverez bien sûr toutes les informations relatives à ces activités sur le site de l'Observatoire. Nous avons invité Patrice ce soir pour nous parler spécifiquement des relations militaro-sécuritaires entre la France et Israël. Pour toutes celles et ceux qui suivent l'actualité en Palestine, et en particulier à Gaza, tout cela est vrai. Nous espérions bien sûr tous que le cessez-le-feu allait durer. Il semble que l'agenda politique de Netanyahou est machin. Donc je disais que l'agenda politique de Netanyahou avait décidé autrement. Il semblerait aussi que ce soit un agenda personnel, d'ailleurs on a décidé autrement, parce que les opérations militaires sont arrivées en plein moment pour justifier un nouveau report de sa comparution pour les juges qui veulent l'entendre pour des affaires de corruption. Le Patrice, nous pourrons donc attendre ce soir qu'il nous dise dans quelle mesure la France porte une part de responsabilité dans la mort des 48 577 victimes palestiniennes qu'on dénombrées lundi, voire dans celle des 970 victimes qui se sont ajoutées aux précédentes en l'espace de 2 jours. Sans préjuger de ce que le Cour international de justice dira d'un éventuel génocide à Gaza, il pourrait également nous dire dans quelle mesure la France peut être accusée de complicité dans le cadre de cet éventuel génocide. Comme la France a de plus en plus fréquemment recours à des matériels et à des services que les Israéliens ont testés au détriment de la population palestinienne, de Jérusalem-Est ou de Cisjordanie. Est-ce que vous m'entendez comme ça? C'est mieux que le micro. Alors, si je parle fort, tout le monde m'entend. Frédéric, tu m'entends? Parfait. Donc, comme la France a de plus en plus fréquemment recours à des matériels et à des services que les Israéliens ont testés au détriment de la population palestinienne, de Jérusalem ou de Cisjordanie notamment, il abordera aussi le sujet des exportations israéliennes vers la France. Enfin, à l'heure où la notion de réarmement occupe une place prépondérante dans le débat politique national, nous aurons une raison supplémentaire de nous interroger sur la place du citoyen dans le débat politique en général et sur le commerce des armes en particulier. Avons-nous dans ce domaine la possibilité d'être acteurs ou sommes-nous condamnés à ne rester que simples spectateurs? C'est une question qui sera bien sûr abordée. Patrice a prévu de consacrer 3 quarts d'heure à l'ensemble de ces sujets et à peu près autant pour répondre aux éventuelles questions que vous pourriez lui poser. Et vers 20h30 à peu près, on aura la possibilité de poursuivre la discussion autour d'un verre, si ça n'a pas déjà été fait précédemment. Voilà. Patrice, à toi. En espérant que le micro fonctionne à peu près correctement à chaque fois. Oui, je vais essayer, parce que sinon, vous risquez de ne pas entendre. Est-ce que ça marche comme ça pour tout le monde, sans que ça résonne trop?
Donc en tout cas, merci d'être venus nombreux pour discuter d'un sujet qui est loin d'être évident, loin d'être facile, et sur lequel, surtout, on n'a pas du tout l'habitude de discuter. Donc merci à la fois pour votre présence et aussi donc, à la FPS pour avoir organisé ce débat. Donc, il a présenté rapidement l'Observatoire, c'est effectivement une association, un centre d'expertise indépendant qu'on a créé il y a 40 ans, à partir de la société civile et tourné vers la société civile pour justement favoriser le débat, à la fois sur tout ce qui concerne le commerce des armes, mais aussi l'élimination des armes nucléaires, avec une focale sur la question des conséquences des essais nucléaires. D'ailleurs, conséquences des essais nucléaires dont on y fera référence sur les liens entre la France et Israël dans ce domaine-là. Et la dernière activité un peu que l'Observatoire mène, c'est une valorisation de la mémoire militante, de la mémoire des actions des différents mouvements pour la paix, différentes personnes, parce que cette mémoire-là, des résistances à la guerre, est souvent complètement occultée dans le débat public, ça, souvent dans les livres d'histoire, etc., alors qu'elle joue un rôle aussi important. Donc au niveau de l'Observatoire, on n'est pas des spécialistes en tant que tels du conflit israélo-palestinien, mais bien des mécanismes de transfert d'armement de la France. C'est là-dessus qu'on travaille. Et par rapport à Israël, c'est à partir de l'opération Plomb d'Orsy, donc 2008-2009, qu'on a commencé à se poser la question de comment ça se faisait qu'Israël soit autant armé avec une telle disproportion par rapport aux Palestiniens, et est-ce que nous, au niveau de la France, en tant que Français, on avait une contribution à cet armement-là, et donc une complicité dans ce qui se passait. Notre travail, c'est vraiment toujours sous l'angle de la France et de l'implication de la France, pas par nationalisme quelconque, mais parce que c'est là qu'on vit, et donc c'est là qu'on peut agir pour essayer de limiter, de mettre un frein dans la mesure du possible à ce qui peut se passer. Et donc éviter que des choses soient faites en notre nom de cette manière-là. C'est vraiment ça notre angle de travail sur lequel je reviendrai à plusieurs reprises. Et donc effectivement, à partir de l'opération Plomb d'Orsy, on a commencé à faire un premier ouvrage avec Amnesty belge et un autre organisme similaire en Belgique, le GRIP, qui s'est intitulé « Qui arme Israël et le Hamas ?» et à l'invitation donc de la FPS et de la plateforme des ONG pour la Palestine, on a poursuivi ce travail de réfléchir sur la coopération qu'il y avait entre les deux pays dans ces différentes dimensions. Coopération sur le plan militaire, mais coopération aussi sur le plan sécuritaire. Et donc c'est de ces deux points-là que je vais un peu plus vous parler aujourd'hui, avant qu'on puisse en débattre et répondre à vos questions. Donc sur ces thématiques-là du militaire, il faut toujours avoir en tête qu'il faut s'inscrire dans le temps long, parce qu'on a un petit peu oublié ces notions-là actuellement. Le temps médiatique est extrêmement court, mais sur les questions d'armement, ça se compte plutôt en dizaines d'années, à la fois ne serait-ce que pour l'élaboration d'un système d'armes, pour les échanges qui peuvent se passer entre deux pays à travers des systèmes d'armes, ça se compte en 10, 20, voire même une trentaine d'années au niveau des relations qui peuvent se nouer en la matière. Ça, c'est le premier préalable qu'il faut un peu avoir en tête. Le deuxième, bien évidemment, c'est que c'est un secteur opaque, que les chiffres dont on dispose peuvent souvent, comme ils sont présentés, peuvent prêter à controverse, qu'il y a nécessité toujours de déconstruire ce qu'on peut entendre dans les médias, de toujours avoir cette distance-là, ce recul-là, et pas prendre forcément les données qui sont affirmées de manière comme ça, pour argent comptant, j'ai envie de dire. Donc ça, c'est vraiment les deux éléments qu'il faut toujours avoir en tête sur ce domaine-là. Et après, peut-être pour démarrer, donc effectivement vous dire un peu les enjeux de cette coopération pour la France et pour Israël, pour les deux pays,
Je vous donnerai ensuite un certain nombre d'éléments, je dirais quelques données chiffrées, mais ce n'est pas là-dessus que je m'étendrai le plus. Je poursuivrai avec en quoi on est complice, donc quels sont les engagements qu'a pris la France par rapport au commerce des armes, parce qu'elle a pris des engagements, et je terminerai par qu'est-ce qu'on peut faire, puisque bon, au final, c'est ça qui est important, c'est de voir comment nous, on peut agir pour essayer de limiter ce qui se passe. Pour mesurer les enjeux de cette coopération, je vais pour la France en premier, je vais vous lire une citation d'un ministre de la Défense qui a déjà quelques années, mais qui est toujours valable, parce qu'elle permet vraiment de poser le cadre de pourquoi la France continue ou a développé des relations avec Israël sur ce plan-là. Donc, l'enjeu principal depuis une bonne trentaine d'années est, ouvrez les guillemets, maintenir en matière d'armement une relation suffisamment active pour permettre d'identifier les domaines où l'expertise israélienne est unie et utile pour notre pays, donc enfin pour les dirigeants de la France, tout en demeurant extrêmement vigilants sur des propositions de coopération dans des domaines très sensibles ou pour lesquels nos industries sont en concurrence frontale. Eux, les domaines qu'ils estiment sensibles, c'est là où les deux pays sont en concurrence sur les marchés à l'exportation notamment. Donc c'est vraiment ces deux aspects qui régissent du côté français les relations militaires qu'il y a avec Israël. Et bien évidemment, pour Israël, c'est pas tout à fait les mêmes raisons qui régissent. C'est bien sûr les raisons économiques qui font qu'Israël est un important exportateur d'armement, qui est devenu le 8e exportateur d'armement au niveau mondial, donc ce qui n'est pas rien par rapport à la surface du pays, à l'importance du pays. Et surtout pour Israël, à travers ces relations qu'elle noue avec d'autres pays, donc pays occidentaux, notamment pas mal de pays européens, en vendant ses armes, elle met en place une forme de dépendance de ces pays-là qui après seront plus prudents, on va dire, ou plus timorés dans les critiques qu'ils peuvent formuler par rapport à l'usage de ces armes par Israël. Et donc c'est vraiment ça qui se joue, et c'est pour ça qu'Israël tend à développer ses exportations d'armes, pas seulement sur l'aspect financier, mais l'aspect pour recréer cette relation de dépendance qui est pour elle importante pour éviter effectivement d'être stigmatisée trop au niveau international. Au moins au niveau des gouvernements, au niveau de la société civile, des populations, c'est autre chose qui peut se jouer, mais au niveau des gouvernements, c'est vraiment ça. Cette reconnaissance par la communauté internationale qui est vraiment importante pour eux. Donc c'est là-dessus, ces deux points-là, sur les enjeux de ces relations sur le plan militaire. Parce que sur un plan purement technique, j'ai envie de dire, Israël est devenu, au niveau de son industrie militaire, un pays capable de produire les armes qu'il estime avoir besoin par rapport à la guerre qu'il mène contre soit Liban, Syrie, mais surtout contre les Palestiniens. Ils sont en capacité de fabriquer tous les produits et toutes les armes qu'ils ont besoin. Et donc, quelque part, ils n'auraient pas besoin forcément d'acheter des armes ou de vendre des armes à l'extérieur. Ils pourraient être autonomes sur ce plan-là. Mais pour eux, politiquement, c'est pas la même chose. Et c'est ça qu'il faut avoir à l'esprit. Parce qu'effectivement, en termes de données très rapides, Israël est à la fois le 15e importateur mondial d'armement et le 8e exportateur d'armement. Donc c'est un domaine important au niveau d'Israël, l'armement, et à travers les ventes d'armes, ils arrivent en gros à équilibrer au niveau financier
si on se place sur un plan financier, les produits qu'ils vendent à l'extérieur au niveau militaire et les produits qu'ils achètent à l'extérieur. Il y a un certain équilibre sur le plan économique. Mais ça, c'est pas le plan économique qui est l'enjeu numéro un, ni pour la France d'ailleurs, ni pour de manière globale, par rapport aux ventes d'armes. Pour la France, les ventes d'armes, l'enjeu est toujours présenté sous l'angle économique dans les médias. Mais au niveau de la réalité, parce que les chiffres, ça dépend toujours de ce qu'on veut leur faire dire. Le commerce des armes, pour la France, c'est moins de 1% de son commerce extérieur. Donc, en termes économiques, 1%, c'est quand même pas grand-chose. Financier, hein, au terme économique. Au terme politique, bien évidemment, c'est autre chose. Parce qu'à travers les ventes d'armes, on noue des relations, enfin en tout cas la France noue des relations avec les autres pays, crée des relations de dépendance d'ordre politique et aussi d'ordre économique par rapport à d'autres domaines. Si la France est principal exportateur du côté du Moyen-Orient, c'est pas sans lien avec le fait que pour se procurer de l'énergie et donc du pétrole, bien évidemment, c'est plutôt du côté du Moyen-Orient qu'il faut s'adresser, et donc un échange peut s'installer à partir du moment où on crée une relation de dépendance avec ces pays-là sur notre matériel militaire. Peut-être donner aussi quelques éléments historiques sur cette relation entre les deux pays, puisque ça, pour un certain nombre, on l'a oublié, mais quand Israël s'est créé, la France a été le premier pays à aider Israël au niveau militaire, donc en lui vendant du matériel militaire, et c'était leur plus important fournisseur, on va dire, des années 50 et 60, pendant ces 2 décennies, à la fois pour fournir du matériel prêt à l'usage, des avions, des canons, des chars, des munitions, mais aussi pour les aider à constituer leur propre industrie d'armement. Donc la France, dans ces années-là, a vendu non seulement ce matériel tel que je vous le disais, mais aussi des usines. Elle a transféré ce qu'on appelle du savoir-faire, des technologies, pour qu'Israël constitue après son industrie d'armement. On a vendu des usines pour fabriquer des moteurs, pour développer des armements, etc. Ça, de manière aussi assez importante. L'autre aspect où on a eu un rôle au niveau historique extrêmement important, c'est au niveau du nucléaire, de l'arme nucléaire, puisque la France, donc, bon, vous le savez, est puissance nucléaire, a développé son arsenal nucléaire dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, et Israël, pas tout de suite au moment de sa création, même s'il l'avait évoqué, mais à partir de l'opération de Suez, réalisée France, Israël, Royaume-Uni contre l'Égypte, Israël a voulu acquérir l'arme nucléaire aussi. Bien évidemment, les États-Unis, à cette époque-là, et encore aujourd'hui, n'étaient pas prêts à proliférer l'arme nucléaire à d'autres pays. Et donc, c'est entre la France et Israël que s'est noué un partenariat spécifique qui a permis à Israël d'acquérir l'arme nucléaire. Mais ce n'était pas juste un simple partenariat au sens où on vendait cette technologie à Israël. C'était une véritable coopération qui s'est mise en place entre les deux pays, puisque des ingénieurs israéliens avaient participé au programme Manhattan, donc avant la fin de la Seconde Guerre mondiale, fin des années 40, programme Manhattan, programme américain qui a mis en place la bombe d'Hiroshima, enfin la bombe qui a explosé au-dessus d'Hiroshima et de Nagasaki, et donc avait acquis aussi déjà un savoir-faire. Et la France, qui développait son arsenal, rencontrait des difficultés, parce que ça ne se fabrique pas comme ça une arme nucléaire. Et il y a eu une aide des ingénieurs israéliens, aussi des échanges entre les deux, qui ont facilité pour la France d'acquérir cette arme-là.
L'autre aspect aussi qui est important sur le nucléaire, c'est que on affirme, enfin une puissance s'affirme puissance nucléaire à partir du moment où elle a réalisé un essai nucléaire, une explosion nucléaire. Israël n'a pas réalisé d'explosion nucléaire en tant que telle. Mais quand la France a fait ses premières explosions nucléaires au Sahara, donc à partir du 13 février 1960, les ingénieurs israéliens étaient présents aux côtés des ingénieurs et des techniciens français. Et c'est ça qui leur a permis aussi d'acquérir les données, puisque s'ils font des explosions nucléaires, c'est pas seulement pour montrer qu'ils sont une puissance nucléaire et qu'ils savent les réaliser, mais c'est bien pour apprendre à maîtriser cette technologie-là. Et donc, les ingénieurs israéliens, les techniciens étaient présents aux côtés des Français, et c'est là, comme ça, qu'il leur a permis de développer leur propre arsenal sans eux-mêmes faire des explosions nucléaires. Et ce qui montre aussi la forte complicité qu'il y a pu avoir dans ces années-là entre les deux pays. Et d'ailleurs, sur le nucléaire, j'y reviendrai, il y a encore des relations entre les deux pays, même si elles se font sous couvert du nucléaire civil et pas du nucléaire militaire. Donc, c'est ça qui s'est développé pendant une vingtaine d'années, comme je vous l'ai dit, une forte coopération vraiment à double sens, puisqu'en plus, un des avantages, entre guillemets, dans leur logique à eux, c'est qu'Israël menait des guerres et donc testait le matériel français et faisait ce qu'on appelle des retours sur expérience qui permettaient aux Français, aux industriels français, d'améliorer leur matériel. C'est aussi pour ça qu'on parle de coopération. C'était vraiment une coopération dans les deux sens. Donc ça, c'est un peu connu. Donc Charles de Gaulle, en 67, c'est souvent mis en avant, donc a pris un embargo contre les armes, pas seulement Israël d'ailleurs, c'était contre les armes sur l'ensemble du Moyen-Orient. Embargo qui a concerné principalement Israël, mais qui n'a pas duré tant d'années que ça. Cet embargo, où il y a eu une réelle diminution de cette coopération militaire, a duré les années 70, essentiellement, pendant une grosse dizaine d'années, jusqu'aux années 80. Puisqu'à partir des années 80, donc l'arrivée de Mitterrand comme président, une coopération militaire a repris entre les deux pays. Mais là, de manière totalement différente, dans la mesure où Israël était devenu une puissance aussi industrielle, militaire importante, avait développé son propre arsenal, avait beaucoup développé tout ce qui concerne l'électronique utilisée dans le matériel militaire pour la surveillance, pour l'automatisation aussi au niveau des armes, pour tous ces éléments-là, pour l'aide au tir, j'ai envie de dire, pour la précision, pour ces éléments-là. Et donc, la coopération qui a redémarré progressivement à partir des années 80 était pas une coopération au sens de vente du matériel des armes terminées de la France à Israël, mais des échanges de savoir-faire. Bon, c'est là qu'on revient sur la phrase, la citation que je vous disais au début, c'était une coopération entre les deux systèmes industriels de production d'armement, où chacun essayant de profiter des avancées technologiques de l'un pour ses propres avancées, pour son propre matériel. Et notamment dans un domaine qui est important aujourd'hui, mais qui a commencé à se mettre en place dès les années 70, le système des drones. Au niveau des drones, la France, dans les années 70, quand ça a commencé, quand les industriels ont commencé à développer ces systèmes-là, parce qu'on en parle aujourd'hui, des drones beaucoup, sur les derniers conflits, mais c'est des systèmes qui avaient commencé à être mis en place il y a très longtemps. La France avait fait l'impasse sur les drones, sur ces systèmes donc automatiques de vol et de surveillance. Elle avait fait l'impasse pas pour des raisons techniques ou quoi que ce soit, mais pour des raisons financières, dans la mesure où l'arme nucléaire qu'elle voulait développer coûtait très cher, et donc elle avait fait cette impasse-là
Mais sauf que c'était un mauvais choix de leur point de vue militaire, puisque quand ces armes sont devenues de plus en plus utilisées dans les conflits, la France a voulu se rattraper, bien évidemment, rattraper son retard qu'elle avait accumulé. Et pour ça, la solution qu'elle a trouvée, c'est de se tourner vers Israël. Parce qu'à l'époque, il y avait Israël qui maîtrisait réellement cette technique. Les États-Unis, pour l'essentiel, c'était les deux pays qui avaient vraiment développé ces systèmes de drones et qui les maîtrisaient. Mais les États-Unis ne vendent pas leur système militaire sans continuer d'exercer un contrôle sur ce matériel-là. Un contrôle au niveau de l'utilisation qui en est faite. Sur la possibilité, j'ai envie de dire, de reproduire ces matériels achetés. Donc, de les démonter, de voir comment ils sont faits et d'incorporer, d'apprendre le savoir-faire. Israël ne pose aucune condition dans les ventes de matériel. Et donc, c'est aussi pour ça que la France s'est tournée vers Israël pour acheter ces technologies-là et pour maintenant la développer. Et aujourd'hui encore, il y a d'ailleurs des coopérations entre l'industrie française qui développe le plus les drones, je pense à Safran, parce que d'autant qu'il y a des usines dans la région, qui a des coopérations encore avec Elbit, notamment une des plus grandes industries d'armement israéliennes, sur ce domaine précis des drones. Il y a donc Safran pour la France, Thales aussi, Airbus, qui ont sur des secteurs particuliers de drones maintenu cette coopération. Dans les éléments qu'il faut avoir aussi, j'ai envie de dire, oui, je fasse un peu attention à l'heure aussi, en tête, quand on parle de coopération militaire ou de fabrication d'armement, c'est que l'armement, maintenant, n'est pas fabriqué seulement par une usine qui fabrique les armes du début jusqu'à la fin. C'est plutôt au niveau des grandes industries d'armement, ce qu'on appelle des assembliers, c'est-à-dire qu'ils achètent des éléments à d'autres usines et ils les mettent et ils les assemblent pour faire des armes. C'est le cas notamment pour Thales ou pour des grosses entreprises. Et une arme est composée, j'ai envie de dire, même presque comme les voitures, de morceaux venant de différentes usines, bien évidemment, mais aussi pouvant venir de différents pays. Il y a une mondialisation, une globalisation de la production d'armement, avec des pays qui ont développé, qui se sont spécialisés dans certains domaines, avec des niches plus particulières. Et donc, Israël, en la matière, a développé tout ce que je vous disais au niveau de l'électronique, en termes de composants électroniques, dans tout ce qui concerne la surveillance, l'automatisation, c'est-à-dire de faire en sorte que de plus en plus, on va dire, pour l'imaginer le plus, que le tireur soit de plus en plus éloigné de sa cible. Parce qu'effectivement, quand on est juste en face de sa cible, c'est pas toujours évident à appuyer sur la gâchette, alors que si on est dans un bureau à des centaines de kilomètres et devant un ordinateur, enfin devant un écran d'ordinateur et devant un bouton sur lequel appuyer, comme les manettes de jeu, c'est nettement plus facile. Et Israël a beaucoup développé tous ces systèmes d'automatisation des armes, ce qu'on appelle aussi les drones armés ou les drones tueurs, dont on fait référence quelquefois dans les médias. Ils ont une grande avance dessus, et donc là encore, la France essaye de suivre et d'aider. Mais bien sûr, les pays qui vendent du matériel, ou les pays qui veulent acheter du matériel, ils demandent la réciprocité des échanges. Ils ne vont pas simplement acheter du matériel sans demander que soit une partie de la fabrication soit faite chez eux, soit que le pays qui vend leur achète aussi des éléments. Il y a un partage, j'ai envie de dire, des tâches qui crée cette relation d'interdépendance entre les pays et qui permet aussi, donc, et qui pose des problèmes, effectivement, du coup, de complicité, puisque ça veut dire qu'on participe, même indirectement, à la fabrication des armes dans un autre pays.
Et par rapport à Israël, c'est vraiment le cas qui se passe, ça se passe avec d'autres pays, mais c'est vraiment flagrant entre la France et Israël sur ces échanges de composants. La France vend des composants à Israël et en achète aussi, ou achète d'autres éléments, pas les mêmes composants. Et là encore, c'est pas que la France serait pas capable de les produire ou que Israël serait pas capable de les produire par lui-même, mais ça crée pas la même chose en termes de relations et d'interdépendance, ce système-là, et outre que, bien sûr, il peut avoir des intérêts financiers, puisque, bon, quand un pays ou quand une usine se spécialise dans un domaine, ses produits, entre guillemets, peuvent être un peu moins chers. Mais ce n'est pas l'élément numéro un de cette coopération. C'est vraiment sur les enjeux politiques. Donc, on est vraiment dans ce type de coopération, et c'est ce qui fait que quand le ministre de la Défense français parle, quand il est interpellé par des journalistes ou par des parlementaires sur les échanges, sur les ventes d'armes de la France et Israël, sa première réponse, et vous avez sans doute entendu déjà, c'est de dire « Oh, mais nos échanges sont extrêmement faibles avec Israël ». Et ce qui est vrai, si on se place uniquement sur les échanges dits militaires, donc figurant sur une liste définie par l'Union européenne de ce qui est du matériel militaire, parce que les échanges sont de l'ordre, en moyenne annuelle, d'une vingtaine de millions d'euros que la France vend à Israël. On ne connaît pas, à l'inverse, le montant de ce que la France achète à Israël. Là, il n'y a aucune transparence, ni de la part de la France, ni de la part d'Israël. On n'a que de la transparence à travers un rapport annuel qui est remis au Parlement tous les ans des différentes exportations, donc du montant total des exportations de la France, répartis par chacun des pays auxquels la France vend. Et c'est ça qui nous permet, c'est un rapport qui existe depuis les années 2000, de pouvoir vous dire de manière avec certitude, la France, effectivement, vend très peu en termes de matériel militaire par rapport à l'ensemble de ses ventes d'armes, puisque la France, le montant des ventes d'armes se compte donc on n'a pas les chiffres 2024. En 2022, c'était 8 milliards. En 2024, c'était 17 milliards de matériel militaire qui était vendu dans le monde, qui fait que la France est le second exportateur d'armement dans le monde. Donc ça, et on sait que par rapport à Israël, c'est que de 20 millions. Mais ces chiffres-là ne concernent que le matériel militaire, ne concernent pas donc les composants double usage civil et militaire. Ça, on a des données, jusqu'à présent on n'avait pas de données, on a des données que depuis 2021, où on a des données sur les composants double usage, là encore uniquement en termes de montant financier. Il y a un rapport annuel qui est produit, donc il y a eu 3 éditions qui ont été produites, et au fil de ces 3 éditions, ce qu'on s'aperçoit, c'est que le montant des composants vendus à Israël sont pas de 20 millions, comme je vous ai dit, pour le matériel militaire, mais 6 fois plus, de 120 millions, avec une forte augmentation d'ailleurs entre 2022 et 2023. On n'a pas les chiffres 2024 encore, on les aura qu'en septembre. Mais on est 120 millions, 6 fois plus. Donc on n'est déjà pas seulement sur des montants extrêmement faibles. Et c'est que des échanges de matériel. Ça ne comptabilise pas les échanges de savoir-faire, bien évidemment. Et c'est bien là-dessus, entre la France et Israël, qu'il y a le plus de choses, dans les deux sens. Et ces échanges-là, et c'est à travers ces échanges-là, justement de technologie, que se fait, bien évidemment, cette complicité de la France aux actes commis par Israël. Et surtout qu'au niveau des composants, bien sûr que ça fait pas, c'est pas des sommes non plus extraordinaires, le matériel, mais des petits composants, en termes matériels, des petits composants peuvent avoir un rôle indispensable, notamment dans les drones ou dans les missiles,
pour le guidage de ces armes-là. Et c'est bien ce qui s'est passé, pas récemment, parce qu'on n'a pas encore, on a très peu retrouvé encore d'éléments, parce qu'on ne peut pas vraiment enquêter sur place pour vérifier quand il y a eu un missile d'exploser, quels sont les composants qui servaient pour ce missile. Ça a été fait en 2012, quand il y avait eu aussi une série d'attaques commises par Israël en Palestine, où des personnes, des Palestiniens, ont retrouvé sur leur toit, notamment, des composants sur lesquels c'était marqué Made in France. Donc, d'un missile qui avait tué des enfants. Ces Palestiniens ont interpellé, nous ont interpellé, je veux dire nous au sens large, et notamment à l'époque, il y avait une journaliste qui était sur place, ils lui ont donné un de ces composants-là marqué Made in France, en lui disant, mais bon, c'est très bien que vous veniez enquêter, enfin, photographier sur ce qu'on subit. Mais peut-être ce qui sera important, c'est que vous agissiez pour qu'on ne retrouve plus des composants marqués Made in France, que vous ne contribuez pas à ces massacres-là à travers vos armes. Et donc ça nous a permis d'essayer de remonter et de trouver l'entreprise qui avait vendu ces composants. L'entreprise étant une entreprise là aussi de la région, puisque c'est Excelia. Une plainte a pu être déposée en 2014 contre cette entreprise. On est en 2025, la plainte est toujours en cours d'instruction. Ça, c'est une chose. Mais surtout, du coup, cette entreprise Excelia, parce que ça, on a pu aussi s'en apercevoir à travers un travail sur les documents des douanes, notamment des échanges entre les deux pays. Cette entreprise continue d'exporter du matériel en Israël, bien qu'il y ait une plainte déposée contre elle. Et donc là aussi, on est vraiment dans ces éléments de complicité qu'on a. Parce que les armes en France ne sont pas vendues par Dassault, Thales pour prendre Safran, Cochitet ou même Excelia. Elles sont vendues par l'État, par le gouvernement. Le système qui a été mis en place en France, c'est un système de prohibition. Toute production, tout commerce des armes est interdit, sauf autorisation, sauf exception. Et c'est le système qui a été mis en place pour que l'État exerce un contrôle sur ce domaine-là. Donc, et c'est bien que l'État exerce un contrôle. La question, elle n'est pas là. Et heureusement qu'effectivement, ce n'est pas les industriels et que ce n'est pas uniquement la logique économique qui préside à cette production de matériel militaire, à ce commerce de matériel militaire. Mais dans la mesure où c'est l'État qui, à travers un processus d'autorisation des exportations, autorisation signée par le Premier ministre, choc, exportation d'armes, il y a une autorisation signée par le Premier ministre, ça veut dire que c'est chacun de nous qui, quelque part, vendons ces armes à l'étranger. C'est la France en tant que telle qui vend des armes. Et donc, nous, puisqu'on est dans un pays démocratique, même si, et c'est bien là toute une problématique qu'on reviendra, les parlementaires ont très peu de pouvoir, même s'il n'y a aucun débat qui est organisé sur ces questions d'exportation d'armes, de savoir à qui on vend, pourquoi on vend des armes, et est-ce qu'on est d'accord à ce que le gouvernement vende ces armes donne les autorisations de vendre des armes à tel ou tel pays. Quand, en la matière, dans les médias, la seule chose qui est présentée, c'est la dimension économique. Ah, ben ça va créer, on a conclu tel contrat avec tel pays, ça va apporter tant d'emplois, ça va apporter tant de millions, de milliards à la France. Mais jamais le débat est posé sur l'utilisation potentielle de ces armes-là. Et pourquoi vend-on à tel pays? Bien évidemment, et pourquoi
l'essentiel des ventes d'armes de la France se font au Moyen-Orient, par exemple. Pendant toute une période, c'était pratiquement les 3/4 des ventes d'armes qui partaient au Moyen-Orient. Maintenant, c'est plutôt de l'ordre de 30%. Parce qu'ils ont diversifié, parce qu'il y a d'autres secteurs, d'autres pays et d'autres zones qui achètent des armes, notamment l'Inde, qui est le principal acheteur actuellement français, acheteur à la France de matériel militaire. Mais donc, ce débat-là, on l'a jamais. Et c'est bien ça qui pose problème, d'autant que la France, toujours, s'est engagée à travers, au niveau européen et au niveau international, a pris des engagements pour contrôler ces ventes d'armes. Il y a des textes qui ont été mis en place au niveau européen et au niveau international. Il y a déjà le premier texte de base, c'est les conventions de Genève, mises en place au sortir de la Seconde Guerre mondiale, qui dit, quand on prend les textes, etc., qu'un pays ne doit pas aider un autre pays, et notamment à travers les ventes de matériel militaire, à contrevenir aux conventions de Genève, c'est-à-dire à contrevenir au respect du droit international humanitaire. Ça, c'est le premier texte de base. Mais sur le matériel militaire proprement dit, sur les armes, les systèmes d'armement, a été mis en place au niveau européen un premier système qui fait que normalement, et système qui a été mis en place, c'est intéressant aussi au niveau historique, après donc, les années 90, après donc l'Irak qui avait envahi le Koweït, qu'on a envoyé une armée. Irak était un pays que la France notamment, mais d'autres pays européens avaient largement armé, et qu'on avait envoyé après des soldats déloger l'armée irakienne face aux propres armes qu'on avait vendues. Donc, qui pouvaient se faire tuer par les propres armes qu'on avait nous-mêmes vendues. Ça avait créé quand même quelques émotions et quelques débats à cette époque, donc début des années 90, et c'est pour ça que l'Union européenne avait mis en place cette position commune de l'Union européenne sur les exportations d'armement, qui fait qu'avant toute exportation d'armes, le pays vendeur doit regarder que ces armes-là ne vont pas servir le pays auquel on les vend à alimenter un conflit régional, à contribuer donc à une guerre au niveau régional, ou à contrevenir, à commettre des infractions au droit international humanitaire. Pour le dire plus simplement, permettre à éliminer des gens, notamment des civils, de manière importante ou de manière disproportionnée selon les textes, là encore, des conventions de Genève et du droit international humanitaire. Ça, c'est le premier texte au niveau européen. Au niveau international, c'est la même dynamique qui a été mise en place, là aussi en partant de la société civile, des grosses ONG, Amnesty, Oxfam, qui avait lancé une campagne à partir des années 2003, qui avait été lancée à la fois dans les différents pays. En France, on y avait participé, mais aussi au niveau européen, international, qui a abouti en 2013 sur la négociation d'un traité sur le commerce des armes, qui repose sur cette même logique. Cette logique où on demande aux États, où chaque État doit vérifier avant d'exporter ses armes, qu'ils rentrent dans cette liste de critères qui a été établie. Donc, pas renforcer un conflit régional, pas favoriser effectivement la violation des droits humains. La limite de ce traité, et de la position commune, c'est la même chose, c'est qu'effectivement, on demande aux États de s'auto-évaluer. C'est eux-mêmes, donc, qui sont à la fois le vendeur et celui qui doit évaluer si ils respectent bien les réglementations. C'est un peu les limites des campagnes qui ont pu être menées, où on n'est pas arrivé à obtenir, le rapport de force étant pas suffisant, même s'il a fallu 10 ans pour obtenir déjà ces traités, qu'il y ait un organisme de l'ONU qui soit chargé de vérifier ce que font les États.
Parce que bien évidemment, si on demande au vendeur de vérifier que ce qu'il vend, il ne va pas se poser les questions de la même manière que nous, ou un organisme indépendant de l'ONU, puisqu'il va toujours trouver des arguments pour dire ces armes servent uniquement pour la défense du pays, c'est pas des armes offensives, parce que c'est ce discours-là qui nous est renvoyé quand même régulièrement. Et donc il en a besoin, et donc il n'y a pas de risque qu'il les utilise à mauvais escient. On sait ce qui se passe. Et souvent, quand on vend que des morceaux d'armes, ça permet aussi de rendre invisible notre responsabilité. Parce que la France répond « Ah mais nous on vend qu'un composant, on vend que tel type de composant ». Après ce qu'en fait l'acheteur, c'est plus de notre responsabilité. Il en fait ce qu'il veut. Il a acheté son arme, il en fait effectivement ce qu'il veut. Et c'est bien... Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Bien évidemment, quand on vend du matériel et que c'est incorporé dans des armes, des munitions, etc., des missiles, et que ça sert à tuer des gens, on est impliqué. C'est aussi de notre responsabilité. Ça, tous les textes au niveau international le reconnaissent et l'inscrivent dans l'esprit et dans le texte en lui-même. Donc c'est ça les deux cadres qui existent au niveau international et qui devraient faire en sorte que la France ne vend plus de matériel militaire. Alors, bien sûr, c'est toutes les limites aussi des textes, ils parlent d'armes, j'ai envie de dire, terminées. Donc c'est vrai que la France ne vend pas de chars, ne vend pas de canons en tant que tel à Israël. Ne vend plus, elle l'a fait au début, mais elle ne le fait plus. Et c'est aussi derrière cet argument-là qui s'abrite. On vend que des morceaux. Mais ces morceaux rentrent bien. Et c'est bien ce qui fait que quand on a retrouvé ce composant sur le toit à Gaza, et il y a eu d'autres cas qui ont été retrouvés au fil des années, c'est bien un morceau de la France, un morceau français qui a permis, parce que sans ce morceau-là, l'arme ne fonctionnerait pas. Donc on ne peut pas s'abriter toujours derrière cette division. C'est quelque chose qui s'utilise en termes d'arguments politiques, médiatiques, mais qui d'un point de vue juridique est faux au niveau de la responsabilité que ça nous implique. Donc après, oui, au niveau face à ce tableau qui peut paraître un petit peu pessimiste ou noir sur les capacités d'agir, il y a aussi, c'est vrai que là j'ai abordé vraiment que la coopération militaire en termes de transfert d'armement. Il y aurait aussi à évoquer dans un premier temps effectivement toute cette coopération scientifique qui peut avoir notamment entre des laboratoires universitaires, alors qui se joue plutôt au niveau européen entre laboratoires universitaires français, laboratoires universitaires israéliens sur le développement de technologies qui sont aussi importantes, qui n'ont pas une importance financière, mais qui ont une importance sur le fond, puisqu'effectivement, c'est développer en commun des techniques pour que les armes soient de plus en plus performantes, puisque c'est bien ça le rôle de ces évolutions qui sont faites. Il y aura aussi tout le domaine de la coopération sécuritaire, c'est-à-dire entre les forces de renseignement et les forces de police des deux pays qui existent, qui se sont développées surtout à partir de Sarkozy à la présidence, qu'elles ont été développées, et sur lesquelles on n'a aucune transparence, aucune information. Alors on arrive à voir de temps en temps dans la presse française, ça avait été le cas notamment sur Nice, où le maire de Nice s'était vanté, alors c'est vrai que c'est après l'épisode du camion qui avait eu lieu, que pour renforcer son système de sécurisation de la ville, il s'est adressé à un cabinet, donc un sous-traitant, un cabinet israélien, qui sont venus établir un bilan des systèmes de sécurité de la ville et de faire des propositions d'amélioration
de ce système-là. Tous ces éléments-là, il y en a eu d'autres cas comme ça, on n'a pratiquement aucune information, surtout du côté français d'ailleurs, j'ai envie de dire. On a vraiment très peu d'éléments dans les médias où des maires ou des industriels se vantent, ou des militaires, des services militaires, se vantent d'avoir établi cette coopération ou d'avoir même des manœuvres avec des militaires israéliens. Mais du côté de la presse israélienne, ou du côté des organismes aussi un peu de recherche israéliens, on arrive au contraire à trouver un peu d'informations, parce que eux, leur intérêt, c'est bien évidemment de se vanter que les différentes forces de police européennes qui passent leur temps soi-disant à les critiquer, viennent se former auprès d'eux. Eux, ils le voient comme ça, et c'est pour ça qu'ils le font aussi. Parce qu'il y a des forces de police qui vont faire des manœuvres, les forces de police, y compris françaises, ou forces de sécurité des services de renseignement, qui vont faire des manœuvres en commun avec la police israélienne. Donc il y a tout ce domaine-là qui est aussi extrêmement important, qui fait partie des critiques qu'on pourrait avoir, qu'on doit avoir par rapport à ce qui se passe. Toujours pareil, sous l'angle de notre responsabilité, bien évidemment. Nous, c'est vraiment l'angle qu'on choisit, puisque c'est fait en tant que Français et que c'est là qu'on peut agir. Un dernier élément là, qui revient un peu sur le commerce des armes, c'est autour du commerce des armes, bien évidemment, c'est un secteur professionnel comme les autres, j'ai envie de dire, comme l'automobile ou comme d'autres domaines, où il y a des salons d'armement extrêmement importants. Et la France a des salons d'armement au niveau international qui sont parmi les plus importants salons d'armement dans le monde. Puisque je vous ai dit, France, second exportateur d'armement au niveau financier. Mais si on ramène par tête d'habitant, puisque c'est vendu en tant que France, on est les premiers. On dépasse les États-Unis si on ramène par nombre de personnes. Donc ces salons d'armement, la France en organise 4 différents, 2 par an. Donc chaque salon est organisé 1 an sur 2. Un qui concerne l'armement terrestre, qui s'appelle Eurosatory. Un autre qui concerne l'armement naval, qui est Euronaval. Un troisième sur l'aéronautique, donc le Bourget, qui est celui dont on parle le plus dans les médias, parce que les avions, ça fait toujours rêver, et qu'il y a une partie civile et une partie ouverture au public, parce que les salons professionnels, ils sont réservés aux professionnels du secteur, par définition, ils ne sont pas ouverts au public. Et un quatrième qui est aussi extrêmement important dans les domaines qui nous concernent, c'est le salon Milipol, donc qui veut dire matériel militaire et de police. Donc tout le matériel de maintien de l'ordre, dans lequel Israël a quelques compétences, comme on peut le savoir. Et nous, ce qu'on s'est aperçu au fil des éditions de ces salons, puisque donc tous les 2 ans, on essaye, nous, de récolter les catalogues, etc., une présence de plus en plus importante des industriels israéliens. Et là encore, ces salons ne sont pas seulement organisés par les industriels, ils sont organisés par le ministère de la Défense ou le ministère de l'Intérieur pour le salon Milipol. Et c'est eux qui donnent l'autorisation aux exposants de venir. Et certains pays se sont vus imposer des restrictions, notamment la Russie. Après l'épisode de la Crimée, s'est vu imposer des restrictions sur sa présence, sur le nombre d'exposants pouvant venir, sur le type de matériel qu'elle pouvait venir. La Chine aussi a eu pas mal de restrictions qui lui ont été imposées dans ses salons. Israël, jamais. Il n'y a eu jamais aucune restriction. Il a fallu donc que soit lancée une campagne, donc après le 7 octobre, donc une campagne qui a été lancée à l'initiative de Stop Arming Israël, donc le groupe, l'équipe française de Stop Arming, contre les salons, contre ces salons-là et notamment contre Eurosatory, donc qui était en juin 2024, l'année dernière,
pour qu'à la dernière minute, la France, pour différentes raisons, notamment parce que cette contestation montait de manière importante, on était une période où quand même les médias commençaient un peu à s'alarmer sur le nombre de morts côté palestinien, sur le nombre de destructions, et que le gouvernement français a interdit aux exposants israéliens de participer au salon. Qu'est-ce qu'ont fait les exposants israéliens? Parce qu'ils n'ont pas apprécié, ils ont intenté un procès en justice sous le couvert liberté de commerce. Donc, pour Eurosatory, ils n'ont pas obtenu gain de victoire avant la fin du salon. En novembre de la même année, 2024, il y avait le salon Euronaval qui se tenait. Robolon, le gouvernement, donc campagne aussi contre la présence d'Israël à ce salon, le gouvernement interdit aux exposants israéliens de venir. Là, pareil, ils redéposent un recours en justice. Ils obtiennent gain de cause. C'est-à-dire qu'effectivement, la décision du gouvernement français d'interdire qu'ils soient présents pour des raisons de respect. Alors bien sûr, la France, c'était pas vraiment le respect des droits de l'homme, etc., qui les motivait au départ. C'était le climat politique qui existait, c'était la volonté de Macron de reprendre aussi un peu la main par rapport à ce qui se passait, notamment au niveau de cette guerre, et donc de pouvoir apparaître comme quelqu'un agissant pour la paix. Et donc il a fait ces interdictions. Mais ils ont été désavoués. Les Israéliens auraient pu se présenter, mais ils ont eu l'autorisation d'être présents la veille du salon. Et finalement, bon, ça leur était impossible pour eux d'amener le matériel, d'installer les stands. Ils n'ont pas été présents. Mais ces deux éléments, d'une part, ce qu'on voit pour eux, effectivement, il y a eu, là encore, dans la presse israélienne spécialisée, on pouvait voir que c'est quelque chose qui les a vraiment dérangés, enfin plus que dérangés, ils étaient vraiment opposés contre le gouvernement français qui les avait interdits d'être présents, ce qui montre que pour eux c'est important, ces vitrines, d'être présents aux côtés des autres industriels, c'était des choses importantes. Et donc pour le prochain salon qui va avoir lieu sur le matériel aéronautique, donc qui va avoir lieu au mois de juin à Paris, Macron, enfin, le président Macron, a dit très récemment « Ah mais si, Israël pourra être présent, puisque maintenant le conflit a ralenti, donc ils pourront être présents. » Bon, on sait ce que ça veut dire, on a vu, on verra ce qui va se passer, mais là encore, tout dépendra de la campagne qui pourra être menée collectivement pour arriver à faire en sorte que Israël ne soit pas présent à ce salon-là. Même si, bien sûr, des délégations de personnes israéliennes, de militaires israéliens étaient présents, par exemple, aux deux autres salons, mais le fait qu'ils ne puissent pas exposer leur matériel, c'est quelque chose d'important. Surtout, qu'est-ce qu'ils exposent comme matériel? Bien sûr, pour y être allé il y a quelques années dans ces salons, on voit des très belles vidéos sur l'excellence de leur matériel. Et bien sûr, la France le fait aussi, tous les vendeurs le font aussi du matériel militaire. L'argument numéro 1 de vente de matériel militaire, c'est tester au combat. Donc, pas besoin de faire un dessin sur ce que ça veut dire, tester au combat pour l'armée israélienne. Et ça, effectivement, quand ils peuvent pas pouvoir le montrer, c'est quand même une avancée. Eux, ça les dérange réellement. Bien sûr, dans l'idéal, c'est d'arriver à ce qu'il n'y ait plus de coopération militaire et donc des différents pays européens. Mais bon, nous, c'est en France qu'on agit et donc c'est pour ça qu'on se concentre sur la France. Parce que c'est là où on a des leviers, en tout cas, pour pouvoir agir. Et donc, je termine là, oui, sur qu'est-ce qu'on peut faire.
Donc là, j'ai un peu commencé à évoquer qu'on peut faire des choses et que ça a de l'importance. Je l'ai évoqué à la fois pour l'obtention des traités ou des réglementations, même si le travail est encore terminé et sera à poursuivre, à amplifier pour obtenir qu'il y ait une instance indépendante qui soit à même de vérifier ce que font les États par rapport aux exportations, mais au niveau plus pragmatique ou plus quotidien, où il y a des choses aussi qui peuvent être faites, hein, qui sont importantes à faire. C'est la première, c'est effectivement de rendre visible toute cette coopération-là. Parce que ce qu'on manque, c'est de la visibilité. Et pour rendre visible cette coopération-là, bien sûr, il y a l'organisation de débats comme aujourd'hui, qui sont à multiplier, de moments où on rend visible. Il y a ces salons d'armement que la France organise, dans lesquels on peut, alors bien sûr, on ne pourra pas manifester à l'intérieur du salon, évidemment, mais on peut manifester quand même devant, même si les dernières fois, le périmètre, le gouvernement français avait mis autour des salons un périmètre d'interdiction de manifestation. Il y avait un arrêté préfectoral, pour ça vous avez dû connaître ça vous aussi par rapport à certaines manifs après le 7 octobre. Je sais que nous à Lyon, on a connu ça aussi, où il y avait des interdictions, et donc ils ont fait la même chose auprès des salons, mais ça n'empêche pas de pouvoir manifester, pas forcément directement devant les salons. De toute façon, ne viennent que des professionnels de ce monde-là, c'est pas eux qu'on va convaincre, mais ça peut être des moments pour essayer de rendre visible la coopération entre les deux pays. Ça, c'est vraiment des choses importantes. L'autre élément qui est important aussi, c'est l'interpellation des parlementaires. Le rôle des parlementaires, c'est pas seulement de faire des lois, de voter des budgets, c'est de contrôler l'action du gouvernement. À partir du moment où, sur ces domaines militaires, le gouvernement est particulièrement opaque, on a, à nous adresser à nos parlementaires, et pas simplement au moment des élections législatives, mais après, une fois qu'on leur a donné, enfin une fois qu'ils ont été élus, pour leur dire, mais qu'est-ce que vous faites de ma voix? Comment vous régissez? Qu'est-ce que, bon, demandez des comptes au gouvernement sur ce qu'il fait par rapport à Israël. Les parlementaires ont aussi la possibilité de mettre en place des commissions d'enquête. Et c'est des commissions d'information. Et c'est des éléments importants. C'est des éléments importants parce que ça permet de rendre visible qu'est-ce qui se passe. Une commission d'enquête procède par audition des différentes personnes concernées. Donc là, en la matière, il pourra auditionner les vendeurs de matériel militaire, auditionner les militaires qui peuvent faire des manœuvres, etc. Et quand c'est une commission d'enquête et qu'on nous demande de venir déposer devant une commission d'enquête, c'est quelque chose d'obligatoire. Alors bien sûr, après, la personne peut raconter ce qu'elle veut, mais on prête serment. Donc si elle raconte n'importe quoi, elle peut se faire poursuivre. Donc ça, c'est des choses que les parlementaires peuvent mettre en place. Et par rapport à Israël, ça n'a jamais été mis en place une commission d'enquête sur cette coopération. Alors que ça aurait le mérite et l'importance d'exister dans la mesure où on sait qu'il y a une coopération, on sait comment utilise le rôle qu'a Israël, bien évidemment, la manière dont il contrevient au droit international qui a pu être mis en place, qui cherche même j'aurais presque envie de dire, à remettre en cause tout ce droit international qui a été progressivement mis en place au fil des conflits, et que la France prétend respecter, et qu'à travers ces banques-là ne respecte pas. Donc là, il y a matière à faire une commission d'enquête. Donc ça, c'est des choses que aussi la société civile doit s'emparer pour pouvoir obtenir cette commission d'enquête, en plaidant auprès de ces parlementaires, surtout pour des organisations au niveau national, ça permet de toucher le maximum de parlementaires. Donc ça, c'est vraiment des choses qui sont importantes et qu'on peut obtenir. Nous, dans un autre domaine, notamment sur
les conséquences des essais nucléaires. On a obtenu cette commission d'enquête parce que le système qui avait été mis en place d'indemnisation des victimes ne fonctionne pas. On a obtenu cette commission d'enquête qui est en cours actuellement et qui va permettre d'améliorer le système. Alors ça ne va pas résoudre tous les problèmes, je suis bien d'accord, hein, on n'est pas naïf, je ne vous dis pas ça, mais ça va permettre de faire des avancées en la matière. L'autre action qui peut être faite tant au niveau individuel que collectif, on se plaint que les médias ne répercutent pas nos actions, ne causent pas de manière objective de ce qui se passe, ne donnent pas d'informations sur ces domaines-là. Là aussi, il faut utiliser le courrier des lecteurs. Et on ne le fait pas assez souvent. Alors bien sûr, ça prend un peu de temps. Mais si on est nombreux à le faire, les lecteurs, c'est aussi ceux qui achètent la presse. C'est ceux qui sont les consommateurs, entre guillemets, de cette presse-là. Et donc, si on est nombreux à poser des questions, à intervenir, ils sont obligés de faire un peu plus attention et d'ouvrir aussi un peu plus, d'accorder des tribunes pour donner des éléments. Ça, c'est des pistes qui peuvent être prises et des actions qui peuvent être menées par chacun d'entre nous. Bien sûr, reste de se tenir informé, etc. Ça, c'est toujours des éléments, mais ça, vous le savez bien si vous êtes venus aujourd'hui justement pour en discuter. Donc voilà, je vais peut-être m'arrêter sur ces éléments-là, et avant qu'on puisse entamer la discussion sur ce secteur-là. Et merci pour votre écoute. À poser. Bon, je vais peut-être commencer par la première. Ce n'est pas exactement une question. J'ai discuté tout à l'heure avant la conférence avec Patrice, on a échangé un petit peu, et je lui disais toute la difficulté que moi j'ai en tant que militant ou même en tant que citoyen pour avoir vraiment l'impression d'agir. J'ai entendu ce que tu dis, le courrier des lecteurs, interpeller les députés. Bon, j'ai interpellé les députés, je me souviens que je suis allé voir un sénateur, ensuite plus récemment un député. Ça n'a pas donné grand-chose, parce que la députée en question, elle n'a pas l'intention de gêner en quoi que ce soit le gouvernement. Alors, je vois bien que je suis un petit peu sceptique. J'ai d'accord, je suis un peu pessimiste, mais je ne sais effectivement pas trop comment aborder le problème. J'ai entendu tout ce que tu dis, j'ai appris beaucoup de choses. Donc, ça fait déjà notamment sur l'aspect historique des relations entre la France et Israël militaire. Après, j'ignorais par contre ce salon Libreville. J'avais un peu suivi les campagnes sur Satori et Naval. J'ai vu ce qu'un des délais judiciaires. Bon, je pense qu'on aurait des pistes, participer aux campagnes. Mais moi, c'est toujours pareil. Je crois que j'ai mal à cette approche. Non, mais bien sûr que ce n'est pas des campagnes forcément les plus faciles. C'est des campagnes qu'il faut inscrire dans des temps longs, effectivement, parce qu'on ne voit pas forcément les résultats immédiatement. Et c'est vrai qu'il faut avoir une certaine permanence, une régularité sur ces campagnes-là. Ça permet de rendre visible déjà cette coopération. Bien sûr, on n'obtiendra pas tout de suite une commission d'enquête, mais c'est quelque chose de possible actuellement, au moins dans le contexte politique dans lequel on est, puisque chaque groupe politique a ce qu'on appelle des niches parlementaires, c'est-à-dire la possibilité de déposer, alors c'est pas des nombres importants, mais de déposer des textes de loi ou des demandes de commission qui sont automatiquement acceptées et mises en place.
Donc, mais chaque parti c'est en fonction, bien évidemment, le parti majoritaire en a plus que les partis d'opposition. Pour les partis avec lesquels on peut travailler, ou qui sont plus proches de nos convictions, et ils en ont peu. La commission d'enquête que je vous faisais référence sur les victimes des essais nucléaires, le régime d'indemnisation, c'est par le groupe des élus communistes qu'on a pu l'obtenir. Ils ont droit à un droit de tirage sur une commission d'enquête, ils l'ont utilisé pour ça, par an. Donc après, bien évidemment, il faut arriver à convaincre un groupe et créer ce débat-là en interpellant les parlementaires, mais après en travaillant plus précisément avec un groupe politique qui sera à même de porter ce projet, qui en verrait l'intérêt et l'enjeu pour obtenir. Ça, mais c'est des choses réellement qui sont possibles à partir du moment où on arrive à créer ce minimum de rapport de force sur cette dynamique-là pour demander de la transparence, tout simplement, pour demander à rendre plus visible ce qui se passe. Et c'est vraiment sous cet angle-là qu'il faut le présenter. Parce que si on le présente tout de suite sous l'angle de l'arrêt, etc., on nous fait renvoyer vous connaissez tous les arguments quand vous faites des manifestations, quand on fait des manifestations, parce que nous on en fait aussi, on participe en tout cas à ce qui est fait sur Lyon, qui nous sont opposés sur ces éléments. Mais c'est vraiment de présenter ça sous l'angle de notre complicité, de notre responsabilité, des engagements que la France a pris et qu'il faut qu'elle respecte, puisqu'elle a pris ces engagements-là à travers le traité sur le commerce des armes notamment, ou la position commune de l'Union européenne, ou les conventions de Genève. Il faut bien qu'elle respecte ses propres engagements. Et c'est vraiment ça qu'il faut. Et après, c'est d'être suffisamment nombreux, bien sûr, comme toujours. C'est une question de nombre de personnes à participer à ce type d'action qui permettra d'aboutir à quelque chose, aboutir à des petits, ce qui peut être des petites avancées. L'histoire des salons et l'interdiction de la présence d'Israël peut sembler mineure par rapport effectivement au nombre de morts tous les jours ou régulièrement qu'il y a en Palestine. Mais c'est pas mineur. Parce que ça vient s'ajouter aux autres actions, bien évidemment. Ça ne vient pas remplacer une action. Et donc, c'est bien ces ensembles d'actions qui feront qu'à un moment donné, on arrivera à inverser ce rôle de la France qu'elle joue vis-à-vis d'Israël. Mais je comprends le pessimisme et la difficulté. Mais ceux qui ont créé ce parmi, donc qui a mené ces campagnes contre les salons, au départ, c'était 3-4 personnes qui ont été, effectivement, après le 7 octobre, ont été comme tous extrêmement choqués, abattus. Je ne sais pas bien quel terme utiliser, d'ailleurs, vu l'ampleur, et qui ont répondu à un appel lancé par les syndicats palestiniens. Parce qu'au départ, la campagne Stop Arming Israël, c'est vraiment les syndicats palestiniens qui l'ont relancée au mois d'octobre, alors qu'elle avait déjà été lancée d'ailleurs par les groupes BDS. Il y a, dans les groupes BDS, donc là aussi à l'initiative des organisations palestiniennes, il y avait un volet militaire dans la campagne BDS, mais qui n'a jamais été vraiment développé dans les différentes campagnes BDS, parce qu'il y a d'autres volets qui semblent un peu plus faciles d'accès à développer. Mais là, quand on voit ce qui s'est passé depuis le 7 octobre, et quand on sait la volonté, même s'il y a eu un petit cessez-le-feu pendant quelques temps, une réduction en tout cas du nombre, on sait très bien que la volonté du gouvernement actuel d'Israël, ça sera
de recommencer dès qu'il pourra. Donc dès qu'au niveau international, il n'y aura pas trop de pression, ou dès que le gouvernement américain lui donneront le feu vert et continueront à lui envoyer des armes, et bien sûr, c'est surtout là que les choses se jouent. Si le gouvernement américain arrêtait d'envoyer des munitions, bien évidemment qu'Israël aurait plus de difficultés très très rapidement. L'enjeu de la France, à ce niveau-là, est moins important. Mais sauf que nous, on n'est pas américains, on est français, et c'est bien là qu'il faut qu'on agisse pour que nous, on soit plus complices de ce qui se passe. Donc, je voulais juste vous demander, j'étais très surprise d'apprendre que Israël produisait tant d'armes et exportait des armes. Et je me dis, mais alors à ce moment-là, comme si vous pourrez être totalement autonome au niveau de la production de leurs armes. Donc, pourquoi cette importance au niveau de la livraison des armes américaines, des États-Unis? Ça pourrait être indépendant. Elle pourrait être indépendante au niveau du matériel militaire en tant que tel, mais sauf qu'on sait bien que les choses ne se jouent pas dans une guerre seulement au niveau de la supériorité militaire, de la puissance militaire, mais se joue essentiellement au niveau politique. Et c'est là qu'elle se joue. Et c'est bien pour ça que Netanyahou veut développer, était sans doute très très content que ce soit Trump qui soit élu plutôt que Kamala Harris, parce que ça permettait d'avoir ce soutien politique. Oui, d'accord, je suis d'accord. Mais par exemple, je pense à une intervention d'Agnès Levallois qui disait si les États-Unis stoppent leur livraison d'armes, la guerre s'arrêtera dans 3-4 jours. Voilà. Oui, c'était un peu rapide, c'était un peu plus compliqué que ça. C'est vrai qu'en termes de stock de munitions, apparemment, Israël n'avait pas des normes, donc ça lui prendrait un peu plus de temps pour mener la guerre qu'il mène. Mais ce n'est pas son problème. Là, ça lui permet d'accéder à des stocks de munitions beaucoup plus rapides, vu la quantité de munitions qui étaient consommées. Et d'ailleurs, ça pose dans une certaine logique, on peut se demander la rentabilité de ces munitions dont il faut des milliers pour atteindre ces objectifs-là. Mais bon, ça c'est un autre débat qui n'est pas forcément le plus intéressant à avoir. Mais c'est vraiment au niveau politique que les choses se jouent de ce côté-là. Et les États-Unis cherchent à maintenir un certain nombre de pays sous leur dépendance militaire pour avoir un contrôle politique de ces pays-là. Pour ces pays-là, et on le voit nous actuellement dans le débat qui est en train de se poser au niveau du réarmement, notamment de l'augmentation des dépenses militaires, donc face à soi-disant la menace russe, etc., où l'Europe achète essentiellement ses armes aux Américains, et donc du coup, on crée une dépendance vis-à-vis des Américains. Et que l'histoire que la France, que l'Europe devienne autonome ou n'achète pas ses armes aux Américains, elle pourrait, notamment certains nombre de pays, pour acheter des armes à la France. Mais ils ne le préfèrent pas pour ne pas se mettre sous la dépendance de la France au niveau politique. Ils préfèrent être restés sous la dépendance américaine. C'est le cas notamment des avions F-35 où ils vont acheter des Rafales qui sont tout aussi performants d'un point de vue militaire, mais qui n'entraînent pas le même type de dépendance. Est-ce que vous pensez que la France mettra autant d'énergie et en met Israël en Israël pour armer l'armée libanaise? On y est. L'armée libanaise devrait être réinitialisée et occuper sa place normale dans son pays.
Qu'est-ce que vous pensez? Non, enfin oui. Non, est-ce que vous pouvez répéter? Je n'ai pas vraiment compris ce que vous dites. Est-ce que la France, qui a mis beaucoup d'énergie pour coopérer avec Israël, enfin, l'État israélien dans son armée, est-ce que cette condition va se reproduire dans le réarmement et le rééquipement de l'armée libanaise? Ah, d'accord. C'est récent quand même. Ça, effectivement, je ne ferai pas des projections. Non, ça, je ne pourrais pas vous répondre, puisque c'est effectivement, mais c'est un des enjeux qui va se poser, j'ai envie de dire demain, quoi. C'est effectivement à ce niveau-là, quoi. Mais on n'a pas encore la réponse. Je crois que justement dans ce que tu disais, dans une des raisons pour lesquelles la France entretient des relations commerciales avec Israël, c'est pas seulement parce qu'elle en a besoin techniquement, c'est aussi pour des raisons politiques. Et là, je crois que la relation militaire qui peut se faire entre la France et le Liban dépend aussi de considérations politiques qui vont s'intégrer dans le jeu de Non, je pense que je n'en ai pas besoin. Je voulais vous remercier d'abord pour la clarté de vos propos. Je pense qu'effectivement, on manquait beaucoup d'informations là-dessus. Je constate que vous n'évoquez pas l'emploi par Israël des armes dites non conventionnelles, alors que nous savons que c'est utilisé sur Gaza, ailleurs. Je pense au phosphore, à ces choses-là. Est-ce qu'on se trompe? Non, Israël n'utilise pas d'armes non conventionnelles. Et au cas où, ce que je pense, Israël le ferait, quelle serait éventuellement la part de la France dans cet emploi qui contre évidemment le droit international? Donc, par armes non conventionnelles, donc il y a plusieurs types d'armes non conventionnelles, c'est-à-dire effectivement les armes, donc les munitions à l'uranium appauvri, donc je pense que c'est plus à ça que vous faites référence, ou les bombes à phosphore aussi blanc, qui normalement effectivement sont des armes que Israël ne devrait pas utiliser puisqu'elles ne répondent pas aux critères en fait, du droit international, du droit de la guerre, puisque la guerre, il y a un droit, il y a une réglementation de la guerre qui a été mise en place au fil des années, qui fait qu'effectivement, normalement, déjà, le premier critère, la riposte doit être proportionnelle à l'attaque. Donc, bon, en ce qui concerne ce qui s'est passé le 7 octobre, la proportionnalité, bon, je vais pas, là aussi, pas besoin de s'étaler pour savoir que c'est totalement disproportionné. Et les armes doivent distinguer les civils des combattants. Et donc, les armes doivent être utilisées que contre les combattants, bien évidemment, et pas contre les civils. On voit là aussi qu'est-ce qui se passe en Israël, c'est en permanence qu'ils ne respectent pas ce droit à la guerre et qu'ils utilisent donc des armes qui ne respectent pas par elles-mêmes, d'ailleurs, dans leur fabrication même, puisque les bombes à phosphore touchent toutes les personnes présentes dans une zone, donc ça crée des brûlures, et sur toutes les personnes qui sont là où explosent, dans un périmètre, là où explosent ces bombes, de la nature même de cette bombe. Et pareil pour les bombes à munitions à l'uranium appauvri. Donc on utilise de l'uranium appauvri qui est un déchet entre guillemets de fabrication du nucléaire, des composants nucléaires, pour lester les munitions, pour les rendre plus pénétrantes à travers les blocos, à travers les murs, à travers les blindages. Mais donc cet uranium, même s'il n'y a pas explosion nucléaire, c'est-à-dire mise en route d'une réaction en chaîne comme par rapport au nucléaire, quand elle vient percuter un blindage, percuter un mur, il y a un effritement, il y a une brûlure
chaleur qui est dégagée, mais un effritement de cet uranium appauvri, et donc la matière radioactive qui est dispersée et qui peut être ingérée par l'humain dans cette zone-là, ou qui rentre dans la nappe phréatique ou dans la chaîne alimentaire de la zone, et donc vient déclencher, après le conflit, des maladies, des cancers, différents types de maladies sur les personnes qui sont dans ces zones-là. Et donc là aussi, ces armes sont théoriquement interdites d'utilisation en fonction des critères du droit humain. Elles ne sont pas interdites. Le droit international n'interdit pas la production de n'importe quel type d'armes, mais interdit leur utilisation dans certaines conditions. Et c'est là-dessus que les choses se jouent. Et c'est vrai qu'Israël cherche à démanteler tout le droit international qui s'était mis en place progressivement depuis la Seconde Guerre mondiale pour l'essentiel. Parce qu'il vient limiter théoriquement ces utilisations de certains types d'armes. Mais tant les armes à uranium appauvries que les bombes à phosphore, à notre connaissance, hein, on n'est pas dans l'industrie d'armement à tous les niveaux pour pouvoir avoir accès aux différents composants utilisés, etc. La France n'est pas impliquée, donc directement. Voilà. On ne vend pas du gaz qui permet de faire les bombes au phosphore, on ne vend pas d'uranium appauvri à Israël. Mais ça n'empêche pas que sur certaines munitions, on peut retrouver après d'autres composants français qui seraient mis dedans, qui ne seraient pas directement controversés, mais qui seraient insérés, des éléments de guidage, notamment des petits rouages qui permettent au missile de tomber au bon endroit, comme cette pièce qu'on a retrouvée pour l'Excelia. Et ça, on ne peut pas le prouver. On pourrait le prouver qu'après, en allant faire des enquêtes, etc., mais aussi avec la possibilité de pouvoir faire ces enquêtes. Des composants marqués Made in France, on peut en retrouver sur les champs de bataille après. Certains produits, c'est difficile de pouvoir les retracer une fois que la bombe a explosé, par exemple, et de pouvoir remonter la chaîne de fabrication et donc l'usine et les produits d'où ils les ont achetés, qu'ils leur ont vendus. Ça, c'est évident que c'est impossible. J'en ai pas besoin non plus, je pense. Ouais, pour ceux qui ne savent pas, une petite remarque. Excelia, c'est à 5 km ici, à Milan. Voilà, l'endroit de la thèse dont tu cites. Pour avoir une meilleure idée des flux, tu as cité certains chiffres, mais est-ce qu'on sait un peu le budget militaire total d'Israël et les échanges entre Israël et les États-Unis? Est-ce qu'on a une idée un peu de cette ordre de grandeur-là? Et deuxième question, c'est ton observatoire, donc le concours qui était très ancien, et il fonctionne comment? Vous êtes construit comment et comment vous financez? Alors c'est vrai que sur les proportions des chiffres sur les États-Unis, je les ai plus complètement en tête. L'aide militaire des États-Unis et Israël est aussi de différentes natures. Il y a à la fois une aide de vente de matériel militaire, il y a une aide directe aussi, et je sais que c'est à peu près de l'ordre de 3 milliards tous les ans d'argent qui est transféré des États-Unis directement à Israël pour le matériel militaire, et qu'Israël en fait ce qu'il veut, c'est-à-dire il n'est même pas obligé, alors que les États-Unis, d'habitude, par rapport à d'autres pays, conditionnent cette aide-là à ce que le pays achète du matériel américain, bien évidemment. C'est des aides déguisées à leur propre industrie, quelque part, des prêts à leur propre industrie. Pour Israël, ils peuvent en faire ce qu'ils veulent de cet argent-là. C'est-à-dire acheter ou produire eux-mêmes le matériel, etc. C'est un prêt, enfin un don, c'est même pas un prêt, c'est un don pour le militaire. Mais après, les proportions, j'ai plus les chiffres en tête, donc je vais dire des bêtises, je préfère pas les dire. Oui, j'ai plus les données là comme ça. Là.
Au niveau de l'Observatoire des armements, on a une association, donc loi de 1901, qui fonctionnant comme toute association avec un certain nombre d'individus qui donnent de leur temps. Donc on est une équipe sur Lyon, donc on est basé à Lyon, hein, je ne sais plus si ça a été dit. On est une quinzaine de personnes à travailler régulièrement au sein de cette association, très active, avec 2 permanents. Et au niveau de notre financement, puisque c'est quelque chose d'important, plus de 50% de notre financement est assuré par des donateurs individuels, donc des gens comme vous qui soutiennent nos activités. L'autre partie, elle est une petite partie par les productions qu'on fait, c'est-à-dire les livres, la revue qu'on fait. J'en ai amené quelques exemplaires sur la table de presse ici, donc on vend et qui nous permet. Une autre partie importante par rapport aux études qu'on peut faire pour d'autres ONG, puisqu'il y a beaucoup d'autres. On travaille nous qu'en direction des ONG, on ne travaille pas en direction de gouvernement ou d'organismes officiels. Mais au niveau de certaines ONG, ça nous permet qui ne peuvent pas être compétentes dans tous les domaines et qui nous demandent des études. Donc ça, c'est aussi des financements. Et puis des choses, j'ai envie de dire, qui peuvent apparaître comme ça, un ensemble de bouts de ficelle, mais qui permettent d'avoir différentes sources de financement. Un des salariés de l'Observatoire, des 2 permanents, donne des cours à l'université sur les domaines de la simulation, des jeux vidéo, enfin des choses comme ça, l'utilisation des jeux vidéo au niveau militaire, qui nous permet aussi, qui permet de payer une partie de son salaire. Voilà, c'est des ensembles comme ça qui nous permettent de fonctionner, mais c'est beaucoup après du temps militant, et donc quand je vous dis on est une quinzaine de personnes, c'est-à-dire une quinzaine de retraités, pour être précis. Si on va sur votre site, on trouve un lien avec l'OASO pour faire des dons, des trucs comme ça, c'est ça? Si vous avez un site internet? Oui, après, bien sûr, on a donc nos publications, on est sur les réseaux sociaux, alors c'est plutôt les différents réseaux sociaux qui peuvent exister, et puis Internet, qui permet d'avoir diffusé de l'information aussi de manière importante, et des conférences comme on fait aujourd'hui, qu'on en fait quand même très très régulièrement, largement, au moins 1 ou 2 par semaine quoi, sur l'équipe. Donc, peut-être pour continuer, oui, sur la visibilité dans ce qu'on fait comme activité, on est en train de mettre en place, parce que ça rejoint ce qu'on a débattu aujourd'hui, un réseau de surveillance des entreprises d'armement pour essayer de rendre visibles les entreprises d'armement. Parce qu'on connaît les grosses entreprises, on connaît Dassault, on connaît Thales, mais on ne connaît pas tous les sous-traitants qui peuvent exister, les entreprises de 2e rang ou 3e rang, comme ils disent dans leur langage. Et même les gens qui travaillent dans ces entreprises ne savent pas toujours que le composant ou les éléments qu'ils vont fabriquer peut être après utilisé au niveau militaire ou utilisé dans tel ou tel conflit. Et donc c'est un travail qu'on a commencé à mettre en place donc, sur Lyon et qu'on est en train d'essayer de faire essayer, d'essayer de faire un travail de recherche via Internet, via des contacts avec des gens qui travaillent dans les entreprises, de pouvoir identifier les différentes entreprises et les produits qu'elles fabriquent et surtout là où ils peuvent être utilisés. Et notamment ce qui nous a permis de montrer sur plusieurs entreprises qu'on continuait de vendre des composants à la Russie, alors qu'on n'arrête pas de dire qu'il faut que la France ne veut pas contribuer à ce que la Russie puisse continuer à mener la guerre en Ukraine, et donc à être solidaire avec l'Ukraine, à leur donner ou vendre des armes. Mais en même temps, il y a encore des entreprises françaises qui vendent des composants qui atterrissent en Russie et qui sont utilisés dans les armes russes envoyées contre les Ukrainiens. Donc voilà, c'est à ça que cherche à faire ce réseau de surveillance,
Donc il y a un groupe qui s'est constitué aussi à Bordeaux, à Toulouse. Il y aura bientôt un groupe qui est en train de se constituer sur Nancy aussi, de quelques personnes, pour faire ce travail dans votre région. Donc, pour les personnes qui pourraient être intéressées, c'est vrai que c'est bien de laisser vos coordonnées, j'ai mis le feu sur la table, et donc quand le groupe de Nancy se mettra en place, avec une formation, avec des échanges avec nous, parce que nous on est basé sur Lyon, vous serez prévenus de ce travail-là. Parce que rendre visible, c'est quelque chose déjà d'important. C'est la première étape, avant toute autre action, de savoir et de rendre visible ce qui peut se passer. Oui, donc votre but c'est d'obtenir, sur un plan de concept, la fin de la politique d'armement dans le monde. Déjà, c'est ma question. Et la deuxième, il y a un plan justement de réarmement qui est engagé là, depuis quelques semaines, de 800 milliards qui est en cours d'élaboration. Qu'est-ce que vous avez constaté déjà par rapport à ça? Donc effectivement, notre objectif, dans l'idéal, c'est effectivement d'arrêter que toutes les relations internationales ou les règlements des relations internationales reposent sur le militaire, mais reposent sur d'autres modes que le militaire et que la guerre. Cet objectif, en fait, c'est celui de la Charte de l'ONU. Ce qu'on a totalement oublié, la Charte de l'ONU, donc 1945-46, pour éviter le retour le plus jamais ça, pour éviter le retour à la guerre. Il y a un des articles dans la Charte de l'ONU, l'article 26, qui dit de manière, je vous cite de manière, pas exactement les mots, là, je pourrais vous les dire, mais le contenu, c'est si on veut la paix, il faut que les États consacrent le moins d'argent possible aux militaires, à l'armement. Donc, on sait la voie, et c'est cette voie-là qu'on essaye de défendre. La limite, là encore, un peu comme pour le traité sur le commerce des armes, c'est qu'on confie au Conseil de sécurité le soin de mettre en œuvre cet article-là de la Charte de l'ONU. Quand on sait que le Conseil de sécurité de l'ONU est verrouillé donc par les vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale, bon, si on met de côté un petit peu la France, mais bon, on ne va pas rentrer dans ce débat-là, là, c'est pas le but complet, parce qu'on n'était quand même pas vainqueurs à ce moment-là. Et les autres qui sont les principaux pays qui font les dépenses militaires, donc puisque quand on prend les 5 membres permanents, on est à peu près à 80%, entre 75 et 80% des dépenses militaires, à peu près idem au niveau des transferts d'armes, on est aussi de l'ordre des 80% des ventes de matériel militaire à d'autres pays, qui sont les puissances nucléaires aussi, qui ont verrouillé l'accès à l'arme nucléaire en interdisant aux autres pays d'avoir cette arme-là, donc à travers le traité de non-prolifération. Donc c'est à eux qu'on a confié de mettre en œuvre le fait d'avoir le moins d'armement possible. Mais on avait tout compris, parce que la logique, effectivement, c'est bien de diminuer le poids du militaire dans les relations internationales si on veut une paix véritable et pas une paix armée comme dans laquelle on est actuellement. La France est, c'est pas une paix au sens paix durable, paix juste, qu'on peut avoir. Donc nous, voilà, c'est dans ce sens-là qu'on travaille. On n'est pas naïf, on sait bien qu'on n'arrivera pas à arrêter les ventes d'armes du jour au lendemain, mais c'est de réduire le poids du militaire dans le vivre ensemble, à la fois au niveau entre les États et donc au niveau international. Donc ça, c'est vraiment notre objectif. Et c'est pour ça, et en s'appuyant sur la société civile, sur nous-mêmes, c'est-à-dire en étant à notre place. Et c'est vrai que par rapport, justement, pour répondre à la deuxième question sur ce qui est en train de se mettre en place, où on est en train de vouloir remilitariser tout le fonctionnement de la communauté internationale, de renforcer en tout cas, parce qu'il a toujours été militarisé,
il a toujours reposé sur ce domaine-là. On est en train de vouloir le renforcer de manière importante en nous présentant la Russie comme une menace extrêmement importante. Menace de qui, pour qui? Et ça, il faut aussi se poser la question. C'est pas les Russes qui menacent les Français, c'est pas les citoyens russes qui menacent les citoyens français, c'est éventuellement le gouvernement russe qui peut menacer un certain fonctionnement du monde actuel et les autres gouvernements pour essayer de... Ça, c'est évident. Donc il faut déjà revenir à notre place, et nous, notre rôle, c'est bien d'essayer déjà de faire en sorte de maintenir des relations avec les autres sociétés civiles, de développer de la coopération avec les autres, parce que c'est là que se jouent les guerres. C'est aussi quand les sociétés civiles se soumettent aux demandes des gouvernements de participer à l'effort de guerre, de participer directement à la guerre, et n'établissent plus de solidarité entre elles. Et on voit bien par rapport à ce qui se passe en Russie, mais c'est valable aussi, j'ai envie de dire, par rapport à Israël. La réussite ou l'arrêt de cette guerre qui se mène actuellement, que mène Israël contre la Palestine, se joue beaucoup, d'abord et avant tout, en Israël. Quand la société israélienne arrêtera de soutenir son gouvernement. Et c'est là-dessus que nous, il faut qu'on travaille, dans l'établissement de relations avec tous ces Israéliens, pour rester à ce conflit, mais pareil par rapport à la Russie ou par rapport à d'autres conflits, d'élaborer des relations avec ceux qui refusent, qui résistent à leur gouvernement et à la logique de leur gouvernement. C'est là qu'on a du pouvoir et un rôle à mener, même si ça peut paraître utopique en partie, mais en même temps, c'est vraiment ce rôle-là, et ne pas répondre et ne pas participer le moins possible à au gouvernement, quel qu'il soit, j'ai envie de dire, et aussi aux nôtres, en participant, là, en ce moment, pour arriver à ces montants de 800 milliards, le gouvernement français réfléchit à comment utiliser l'épargne populaire, de faire appel à l'épargne populaire pour pouvoir financer des plans de guerre. L'épargne populaire, c'est le nôtre. On a peut-être quand même notre mot à dire sur l'utilisation de notre argent. Voilà, c'est ce genre de réflexion, d'éléments, de discussion qu'il faut avoir collectivement, et c'est comme ça qu'on arrivera à réduire ce poids. Mais pas en restant au niveau de l'apport ou en intégrant cette peur que essaye de distiller le gouvernement de manière régulière pour qu'on soit plus coopératif avec leur désir qui est à la fois de faire de la casse sociale et du réarmement, parce que le réarmement pourra se faire qu'en parallèle avec une réduction, une casse sociale. Enfin, je ne vois pas quel autre mot utiliser à cette manière-là. Et donc là aussi, on a à résister, c'est par la résistance au quotidien, j'ai envie de dire, que les choses peuvent se faire, sans rentrer dans les logiques et les stratégies qui nous imposent. Je trouve que c'était le mot de la fin. Il ne reste plus qu'à aller voir le cul. C'est on remercie Patrice et puis